C'est une histoire qui se déroule comme un drame royal moderne. Ces dernières semaines, une crise profonde semble se dessiner derrière les portes closes du prince Harry et de Meghan Markle. Les observateurs sont unanimes sur le plan personnel et professionnel, leurs chemins semblent de plus en plus se séparer. Mais le plus grand problème, qui plane désormais sur eux comme une ombre sombre, est la dure réalité de l'argent. Meghan, selon des sources bien informées, n'a actuellement plus de revenus propres significatifs. Pour beaucoup, il semble qu'elle ait atteint un point mort. La situation n'est rendue que plus compliquée par d'amères imbrications familiales. On se souvient du drame autour de son père, un homme qu'elle a livré aux médias impitoyables pendant des mois. Et maintenant, soudainement, sa mère, Doria, entre sous les feux de la rampe pour diffuser publiquement des contre-vérités sur l'ex-mari de Meghan. Pour de nombreux observateurs et experts, ce n'est pas une coïncidence, mais une manœuvre froidement calculée contre les familles. Au milieu de cette tempête qui se prépare, un homme se met en position, un homme qui connaît la famille royale britannique mieux que quiconque, Tom Bower. L'auteur et journaliste royal légendaire aiguise déjà sa plume pour une nouvelle édition augmentée de son livre explosif. Il promet de mettre en lumière des secrets colossaux et jusqu'ici bien gardés du cœur même du mariage des Sussex. Bower met le doigt sur la plaie et montre impitoyablement à quel point le prince Harry est réellement limité dans sa situation actuelle. C'est l'histoire tragique d'un homme dont la femme utilise apparemment la renommée et la fortune, désormais déclinante, de son mari comme capital. Harry reste sans aucun doute l'une des figures les plus fascinantes de notre époque moderne. C'est précisément pour cela que le monde continue d'observer avec fascination. Mais il est aussi un homme profondément compliqué, parfois déprimé et sensible. Trop souvent, il a exclusivement blâmé les médias pour l'échec de ses relations, sans jamais chercher ses propres erreurs. À la recherche de son véritable rôle dans la vie, il s'est retrouvé isolé, sans personne sur qui s'appuyer véritablement. C'est exactement dans cette phase vulnérable que Meghan est entrée dans sa vie. Un homme dans le besoin a rencontré une femme qui savait exactement comment satisfaire ses besoins les plus profonds. Avec une stratégie de relations publiques extrêmement agressive, elle a tenté de construire la marque Sussex. Mais elle s'est largement surestimée. Meghan n'a jamais vraiment compris la famille royale ni la culture britannique. Ce qu'elle maîtrise à la perfection, en revanche, c'est la pure mise en scène de soi. Cette obsession a conduit à des erreurs fatales, comme la fuite ciblée d'informations vers la presse. Et comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle que les mémoires de Harry seront bientôt publiées met de nouveau la famille royale en Angleterre en état d'alerte maximale. Tout le monde se demande avec inquiétude: que va-t-il révéler cette fois-ci, juste pour gagner son argent? Mais c'est Tom Bower qui avance désormais une affirmation jetant une lumière totalement nouvelle et aveuglante sur ce mariage. C'est une révélation qui fait immédiatement dresser l'oreille au monde entier. Selon le biographe expérimenté, il existe une clause cachée au plus profond de leur contrat de mariage. Plus précisément à la page 14, clause 7. Bower laisse entendre que Harry a signé ce document à l'époque sans même commencer à en comprendre les conséquences massives. Si la version de Bower correspond à la vérité, ce petit détail caché expliquerait soudainement tout. Cela expliquerait pourquoi Meghan, selon les rapports,
a discrètement ramené à bord la puissante agence de relations publiques Sunshine Sachs en janvier 2026. Cela expliquerait aussi pourquoi, en coulisses, des restructurations financières ont lieu secrètement depuis 2022. Et surtout, cela expliquerait pourquoi Bauer est fermement convaincu que Harry fait face à un revers financier qui pourrait changer toute sa vie. Cependant, avant de nous perdre dans ces abîmes juridiques, nous devons poser une question bien plus importante. Qui est vraiment Tom Bauer? Et pourquoi prenons-nous ces mots beaucoup plus au sérieux que les ragots royaux habituels? Tom Bauer n'est pas un blogueur au hasard qui court après les clics sur Internet. C'est un ancien avocat, un journaliste d'investigation de longue date et implacable de la BBC. Il s'est bâti une réputation en traquant des personnes puissantes qui se croyaient absolument intouchables. Quand Bauer écrit un livre, cela frappe comme la foudre. Les éditeurs ne soutiennent un tel auteur que s'ils savent pertinemment que ses preuves résisteront à l'examen juridique le plus strict. Pour son livre « Revenge », Bauer a parlé avec d'innombrables personnes du cercle intime de Meghan, des employés du palais aux représentants des médias, en passant par des initiés d'Hollywood et des experts en contrat. Bauer ne travaille pas avec de vagues sentiments, ni avec des fanfictions, ni avec des rumeurs bon marché. Il construit ses arguments comme un avocat dans une salle d'audience. Il rassemble des documents, croise les témoignages et s'appuie sur des sources qui étaient suffisamment proches pour connaître la vérité sans phare. Donc, quand il laisse entendre avoir vu des preuves de cette clause du contrat de mariage, il s'appuie sur des faits juridiques concrets. Et c'est précisément ici que la situation devient sérieuse. Lorsqu'on est publiquement moqué, comme ce fut récemment le cas pour les Sussex, la valeur marchande publique chute rapidement. De nouvelles sources de revenus lucratives sont à peine en vue. Les fissures dans la façade parfaite deviennent de plus en plus visibles. La semaine dernière encore, de nouveaux rapports ont émergé selon lesquels Harry a loué une chambre au San Vicente Bungalows pour prendre de la distance avec sa famille. Et ce, bien que le couple possède un immense domaine à Montecito avec une luxueuse maison d'amis. Cette semaine, ces rumeurs de séparation s'intensifient encore davantage. Les affirmations explosives de Bauer vont bien au-delà d'un simple bout de papier. Il s'agit de la question fondamentale de savoir comment le droit strict californien pourrait entrer en collision avec les attentes majestueuses des membres de la royauté. Ce qui a commencé comme un accord privé pourrait maintenant se transformer en un jeu de pouvoir impitoyable. Un jeu qui pourrait, à la fin, tout changer. Dans la description détaillée de Bauer, c'est précisément cette dangereuse intersection juridique qui est la clé. C'est la seule façon de comprendre pourquoi, soudainement, Sunshine Sachs, une société de relations publiques de premier plan, connue mondialement pour gérer les pires crises d'image de l'élite, joue à nouveau un rôle si central dans ce drame. Sur le papier, la plupart des contrats de mariage semblent plutôt secs et peu dramatiques. Normalement, ils régissent très sobrement qui a apporté quoi dans le mariage, ce qui est considéré comme propriété commune et qui obtient combien en cas de divorce. Parfois, il y a des clauses sur les pensions alimentaires ou le partage des biens qui n'entrent en vigueur qu'après un certain nombre d'années de mariage. En surface, tout cela semble très simple, même lorsqu'il s'agit de sommes astronomiques. Mais les contrats liés à la famille royale britannique ne sont jamais de simples bouts de papier. Ils incluent des titres royaux, des fonds fiduciaires strictement gardés, le contrôle absolu sur l'image publique,
des règles de fer sur la manière dont la vie après une éventuelle séparation peut être menée en public. Lors de précédents divorces royaux, les détails sur l'utilisation des titres ont été cruciaux. Car ici, nous ne parlons pas de familles ordinaires avec des problèmes ordinaires. La couronne protège impitoyablement ce qui appartient à l'institution. Chaque clause de ce type de document a un poids colossal. Maintenant, jetons le droit californien dans ce chaudron déjà explosif, et la situation devient d'une intensité sans précédent. Les lois californiennes sur la communauté de biens stipulent généralement que les revenus gagnés pendant un mariage appartiennent à parts égales aux deux conjoints. Donc, quand le monde fixe du regard ces gigantesques contrats post-royaux, les contrats à plusieurs millions avec Netflix et Spotify, les contrats d'édition et les partenariats de marques lucratifs, la vraie question n'est pas de savoir qui fait les gros titres. La question cruciale est qui contrôle légalement l'argent et la gigantesque machinerie qui se cache derrière. Selon les sources bien connectées de Bauer, la dite clause 7, à la page 14, a été conçue exactement pour ce problème. Et cela va bien au-delà d'un simple partage 50-50 de l'argent. Bauer suggère que ce langage interfère profondément avec les droits de propriété intellectuelle. Cela signifie les droits de propriété sur leurs histoires de vie, sur toute leur identité de marque, sur les entreprises commerciales et même sur les produits qu'ils ont construits à partir de leur vie publique commune, pourraient tous tomber sous un seul et même parapluie juridique très sérieux. C'est ici que le déséquilibre présumé commence à paraître brutal. Bauer soutient fermement que le rôle actif de Meghan dans la négociation de ces accords et la gestion de l'aspect commercial lui a donné une position bien plus forte que la plupart des gens n'auraient jamais pu l'imaginer. Dans cette version de l'histoire, il ne s'agit pas seulement d'argent qui atterrit sur un compte. Il s'agit de savoir qui contrôle le flux d'argent, qui détient les contrats entre ses mains et qui garde le moteur de la marque Sussex si jamais ce partenariat venait à se briser. Et puis vient la partie que Bauer présente comme le véritable choc. Il affirme que tout cela n'a pas été gravé dans le marbre lors de leur mariage de rêve en 2018. Au lieu de cela, il parle d'une modification ultérieure, une mise à jour profonde du contrat de mariage, ajoutée après que leurs circonstances de vie aient radicalement changé. Si c'est vrai, le langage le plus important ne figurait pas du tout dans le contrat original, mais dans la version révisée. Cela a une importance immense. Les modifications de contrat ne sont certes pas inhabituelles. Les couples les mettent à jour après de grands changements de vie comme la naissance d'enfants, d'importants achats immobiliers ou de soudains bonds de richesse. Et pour Harry et Meghan, l'année 2020 a été exactement un de ces tournants. Ils ont tourné le dos à la vie royale, ont déménagé en Californie et ont commencé à signer exactement le type de contrats médiatiques qui ont bouleversé leur monde financier du jour au lendemain. Un ajustement financier, à cette époque, ne serait pas un scandale en soi. Ce qui le rend explosif, cependant, c'est l'insinuation de Bauer, selon laquelle les nouvelles formulations n'ont pas seulement déplacé la valeur financière, mais le contrôle absolu. Bauer souligne le timing, et dans ce monde, le timing est tout. La création d'une marque gigantesque, de nouvelles structures d'entreprise, d'énormes contrats et des ajustements juridiques, tout cela s'est produit exactement dans la même fenêtre de temps. C'est ce genre de chevauchement qui fait immédiatement dresser l'oreille, même aux avocats expérimentés. Bauer trace également ici une ligne directe vers le passé de Meghan, plus précisément
vers son premier divorce avec Trevor Engelson. Selon les rapports qu'il cite pendant ces négociations, elle était extrêmement prudente, fortement concentrée sur les détails, stratégiquement brillante et absolument pas disposée à laisser le moindre détail juridique en suspens. Il est question de contrôle et d'illusion, et c'est exactement ici que se révèle une autre contradiction presque tragique dans l'histoire des Sussex. Prenons le sujet des paparazzis. Pour le prince Harry, ils sont le diable métaphorique, les destructeurs du bonheur de sa vie. Il a toujours été implacable sur ce point. Mais Tom Bower brosse un tableau complètement différent du passé de Meghan. Il fut un temps où elle aurait supplié d'être photographiée par des photographes qui l'auraient tout simplement ignorée. Plus tard, lorsqu'elle fut sous les feux des projecteurs, elle s'est soudainement présentée comme une proie traquée. Bower va même jusqu'à dire que l'histoire touchante, presque ridicule, de la première rencontre entre Harry et Meghan était, pour le dire poliment, un tissu d'inexactitudes. Pour comprendre à quel point Tom Bower creuse profondément et s'enfarre dans son livre, il suffit de regarder comment il démasque d'autres titans de l'industrie du divertissement. Son livre ne fait pas des vagues seulement dans les cercles royaux. Par exemple, une toute autre révélation fait actuellement énormément de bruit à Hollywood: l'inimitié entre le magnate de la musique Simon Cowell et Jennifer Lopez. Beaucoup ont été complètement surpris de lire que Cowell ne supporte absolument pas J-Lo. Bower, qui a suivi Cowell pas à pas de l'émission d'Oprah Winfrey aux cercles les plus profonds d'Hollywood, est clair. Cowell la trouvait tout simplement trop vaniteuse et trop soucieuse de son propre intérêt. Peut-être a-t-il vu en elle quelqu'un qui lui ressemblait trop. Mais, en fin de compte, Cowell est un homme qui, de toute façon, n'aime vraiment que peu de célébrités. Derrière sa façade bruyante se cache souvent un homme timide qui craint d'être éclipsé par des gens plus grands que lui. Il critique beaucoup de monde, même des icônes comme Elton John. Bower nous montre ainsi très clairement une chose: qu'il s'agisse de grands noms d'Hollywood ou de membres de la famille royale britannique, il révèle la nature calculatrice derrière la célébrité. Et c'est précisément cette nature calculatrice qui pourrait maintenant être fatale au prince Harry. Le portrait que Tom Bower dresse ici montre quelqu'un qui ne laisse rien au hasard. Il décrit une femme qui lit méticuleusement chaque ligne en petits caractères, remet absolument tout en question et ne considère pas les formulations juridiques comme une simple formalité, mais comme un champ de bataille stratégique. Et ce détail précis est d'une importance cruciale, car, dans le récit de Bower, un modèle clair et indubitable se révèle ici. La leçon qu'il en tire est aussi simple que froide. Protège tes futures capacités de gain à n'importe quel prix. Il ne s'agit pas seulement de ce qui existe ici et maintenant. Il s'agit de ce qui pourrait un jour avoir une valeur inestimable. Dans la vie impitoyable de la célébrité, c'est là le véritable gros lot. Non seulement l'argent rapide du moment, mais la domination absolue sur le nom, les projets lucratifs, l'image publique et le long jeu stratégique. Regardons maintenant la chronologie sur laquelle Bower ramène inlassablement ses lecteurs. En septembre 2020, la bombe a éclaté avec l'annonce du gigantesque accord Netflix. Peu de temps après, a suivi le contrat de plusieurs millions avec Spotify. Parallèlement, Archewell prenait forme, non seulement comme une fondation caritative, mais comme une structure commerciale vaste et impitoyable. Si exactement au cours de cette phase chaotique,
mais énormément lucrative. Une modification de contrat a été signée, alors cela ne s'est certainement pas produit dans le vide. Cela s'est passé exactement au moment où un immense empire commercial était créé de toutes pièces en temps réel. Selon la description explosive de Bauer, cet ajustement ultérieur a donné à Meghan quelque chose de bien plus puissant qu'une simple part financière. Il lui a donné le levier ultime. Il pointe du doigt les enregistrements d'entreprise, les structures de marque intelligentes et son rôle absolument central dans toutes les négociations. C'étaient des signes clairs qu'elle ne participait pas seulement passivement, mais qu'elle s'était habilement positionnée au cœur même de l'opération. Et en cas de séparation potentielle, la règle d'or s'applique. La personne au centre a toujours les meilleures cartes. Bauer attire délibérément l'attention sur les documents d'Archewell. Comment les noms et les pouvoirs apparaissent-ils dans les registres de l'entreprise? Dans son interprétation, ces détails ne sont pas de la cosmétique juridique. Ce sont de puissants signaux d'alarme. Ils montrent très clairement qui était au volant, qui était autorisé et qui pensait déjà avec plusieurs coups d'avance, pendant que le public ignorant était encore aveuglé par des gros titres glamour et des interviews émotionnelles. Bauer souligne que ce modèle de comportement se dessinait déjà des années auparavant. Il décrit le style juridique de Meghan comme remarquablement constant, extrêmement prudent et construit autour d'une seule règle de base en fer. Ne t'en mêle jamais dans une toile financière chaotique. Pas de prolongation inutile, pas de dépendance sans fin et surtout aucune configuration qui forcerait un contact constant après l'échec d'une relation. Une coupure nette, une carrière intouchable et un avenir absolument sécurisé. C'est le leitmotiv que Bauer veut mettre sous les yeux du monde. Et soudain, Sunshine Sachs entre à nouveau en scène. À ce stade, les signes avant-coureurs commencent à clignoter de manière frénétique et menaçante. Bauer rappelle que Meghan a engagé cette agence de relations publiques pour la première fois en 2017, exactement au début de sa romance avec le prince Harry. Il faut savoir, Sunshine Sachs n'est pas connue pour de simples communiqués de presse. Cette agence est l'élite absolue dans la gestion d'images de célébrités lors de crises extrêmes, y compris le chaos inévitable qu'entraînent les ruptures publiques et les gigantesques tempêtes de réputation. En soi, cela ne prouve évidemment encore rien, mais Bauer veut clairement que les spectateurs relient les points. Il met l'histoire de l'entreprise, le timing et leur spécialisation dans la communication de crise directement en parallèle avec les allégations juridiques et les manœuvres financières. Le tableau qu'il brosse ici n'a rien de subtil. Il est froidement calculé, extrêmement contrôlé et rempli de panneaux d'avertissement clignotants. Il souligne également que Meghan et Harry se sont séparés de Sunshine Sachs en 2022. Publiquement, de simples coupes budgétaires avaient été avancées comme raison à l'époque. Mais les sources de Bauer au sein de l'agence racontent une toute autre histoire. Et c'est exactement ici que toute cette saga commence à ressembler moins à un drame de relations publiques ordinaire, et beaucoup plus au début d'un tremblement de terre bien plus vaste qui n'attend que d'exploser. Ils auraient été abandonnés parce que Meghan voulait resserrer le contrôle de chaque message par l'intermédiaire de sa propre équipe Archewell. Ce détail est aujourd'hui plus important que jamais, car en janvier 2026, Sunshine Sachs était soudainement et secrètement de retour dans le jeu. La question inévitable est donc, pourquoi les faire revenir précisément maintenant, après les avoir préalablement renvoyés?
Le point de vue de Tom Bauer à ce sujet est impitoyable et hautement dramatique. Il cite des experts en stratégie de séparation de haut niveau. On n'attend pas la toute dernière seconde pour lancer une machine de relations publiques aussi puissante. On la met en position des mois à l'avance alors que le public n'a pas la moindre idée de ce qui se prépare à huis clos. C'est là-dessus que nous devrions concentrer notre attention. De telles agences ne sont pas engagées pour répondre à des emails de presse banals ou pour nettoyer des gros titres aléatoires. Elles sont amenées pour façonner la perception du public très tôt, préparer le terrain et établir une version de l'histoire qui joue en leur faveur longtemps avant même qu'une seule étape formelle ne soit franchie. Il est important de le dire clairement, cela ne prouve pas encore définitivement qu'une séparation est imminente. Mais Bauer soutient fermement que ce timing est tout sauf une coïncidence. Cela correspond parfaitement au modèle. Et une fois que l'on commence à croiser les données, ce modèle devient tout simplement flagrant. Néanmoins, Bauer insiste sur le fait que l'indice ultime ne réside pas dans la stratégie de relations publiques, mais dans la piste de l'argent. Et ici, dit-il, les sonnettes d'alarme commencent vraiment à clignoter au rouge foncé. Depuis 2022, les manœuvres commerciales de Meghan semblent de plus en plus isolées, autosuffisantes, et se concentrent presque exclusivement sur sa propre identité de marque indépendante. Cela ne signifie pas non plus nécessairement un divorce. Après tout, des personnalités éminentes lancent constamment des projets en solo. Mais l'argument central de Bauer est que ces étapes revêtent une importance colossale, précisément en raison de leur timing et de leur séquence exacte. Dans sa version des faits, ce n'est pas une croissance de carrière aléatoire, c'est de la tactique. Pour Tom Bauer, le mot-clé dans tout ce scénario est tout simplement préparation. Il souligne avec insistance le lancement de la propre marque de style de vie de Meghan, American Riviera Orchard. Ce qui compte vraiment dans son argument, ce n'est pas la marque elle-même, mais la façon dont elle a été structurée en coulisses. Bauer souligne que tout a été mis strictement sous le nom de Meghan. Les dépôts commerciaux et les droits de marque âprement disputés n'ont précisément pas placé le prince Harry au centre de cette entreprise. Sur le papier, pour l'observateur occasionnel, cela peut ressembler à une stratégie de marque tout à fait normale. Mais dans le récit captivant de Bauer, cela ressemble à toute autre chose. On dirait que quelqu'un construit discrètement et secrètement son propre canot de sauvetage. Une piste professionnelle indépendante qui restera stable sur l'eau même si le navire commun venait à couler. À cela s'ajoutent les images, les réunions et l'optique publique que les observateurs royaux mettent constamment en avant. Meghan, vue toute seule lors d'importantes réunions d'affaires à Los Angeles. Meghan, liée à des plans médiatiques en solo. Meghan, faisant avancer des projets où elle ne dépend plus de la présence rayonnante de Harry à ses côtés. Tout cela s'intègre dans la chaîne massive de preuves que Bauer est en train de forger. Il ne prétend pas qu'une seule photo prouve quoi que ce soit. Il dit plutôt le développement à long terme est ce qui compte vraiment. D'abord, l'identité de marque indépendante. Ensuite, les flux de revenus séparés. Enfin, la présentation publique séparée. Lorsqu'on assemble ces pièces du puzzle, l'ensemble semble soudain beaucoup moins être une simple coïncidence et beaucoup plus un design précis et stratégique. Bauer dresse ici un parallèle glacial.
Il affirme que ce type exact de pensée stratégique est déjà apparu une fois dans la vie de Meghan, et ce, juste avant son premier divorce. Il soutient que bien avant que cette relation ne se termine officiellement, des mesures concrètes auraient déjà été prises pour s'assurer que ses revenus, sa carrière et le prochain chapitre de sa vie ne restent pas piégés dans une structure commune, chaotique. C'est l'interprétation de Bauer. Mais il croit fermement que ce même vieux scénario est maintenant ressorti du tiroir. La théorie sous-jacente est aussi simple qu'efficace. Construis d'abord ton indépendance en silence et occupe-toi plus tard des retombées publiques. Et dès que Bauer ramène l'attention sur l'argent, les chiffres deviennent carrément explosifs. Pendant des années, le public a constamment répété ce chiffre gigantesque, le chiffre qui a fait la une des journaux du monde entier. 100 millions de dollars de Netflix. Cela semblait colossal, presque irréel. Ce chiffre a construit le mythe selon lequel Harry et Meghan étaient le couple royal de pouvoir ultime, amassant une immense richesse en Californie. Mais Bauer détruit cette illusion en une phrase. Il dit que ce gros titre a donné au public une image complètement fausse dès le début. Dans sa version de la réalité, il n'y a jamais eu cette seule valise pleine d'argent liquide qui leur a été remise comme ça. Ces 100 millions n'étaient qu'un plafond absolu, strictement lié à des étapes clés, des délais de livraison, des projets réussis et des quotas impitoyables. Ce fait change radicalement l'image globale, car si les projets promis n'ont pas été entièrement livrés, le paiement réel n'a jamais atteint, même de loin, la somme dont tout le monde parlait. Oui, la série documentaire a été diffusée. Quelques contenus ont avancé, une émission de cuisine a survécu au développement. Mais beaucoup d'autres grands concepts auraient calé, auraient été rejetés ou auraient complètement disparu sans bruit dans les tiroirs. Bauer dit donc, la réalité en coulisses était beaucoup moins glamour que le monde ne le croyait. Selon les sources de l'industrie du divertissement qu'il cite, l'argent qui a réellement circulé pourrait être effroyablement plus bas. C'est exactement ici que sa chronologie devient encore plus explosive. Il marque l'année 2022 comme le tournant décisif, le moment où l'éclat royal a commencé à s'estomper et où l'immense pression commerciale ne pouvait plus être ignorée. Dans son récit, ce fut l'année où les grandes promesses retentissantes ont heurté brutalement les résultats inégaux. Et exactement au cours de cette phase critique, les activités de marque en solo de Meghan ont soudainement pris un essor massif. Pour Bauer, ce chevauchement temporel n'est pas seulement intéressant, il en est la preuve décisive. Si les projets communs ralentissent, tandis que les entreprises en solo s'accélèrent, cela correspond parfaitement à ce changement de cap qu'il observe depuis le début. Vient ensuite le sujet des dettes sur la table. Et c'est là que l'histoire atteint son paroxysme absolu. Bauer suggère que les rumeurs persistantes sur des fardeaux financiers massifs ne devraient pas être simplement écartées comme le résultat d'une consommation imprudente ou de gaspillage. Il jette une ombre bien plus sombre sur la situation. Ce que beaucoup de gens considèrent comme un chaos financier pourrait en réalité être une restructuration extrêmement consciente et calculée. Cela signifie en clair, l'immobilier, les comptes bancaires et les intérêts commerciaux pourraient avoir été délibérément transférés dans des formes juridiques, offrant une protection juridique massive au cas où les choses déraperaient plus tard.
Bauer affirme que le célèbre domaine de Montecito est détenu d'une manière qui pourrait former une sorte de rempart sous la loi californienne. Il affirme que les actifs financiers ont été déplacés au fil du temps avec une grande prudence. Et il affirme que les conseillers familiers des divorces de couples extrêmement riches reconnaîtraient ce modèle immédiatement et à l'aveugle. Il faut le souligner, rien de tout cela n'est, à ce stade, prouvé de manière indépendante devant un tribunal. Mais Tom Bauer veut que son public ne voit pas ces mesures comme une gestion financière aléatoire, mais comme un positionnement stratégique digne d'un manuel. À ses yeux, tout pointe dans une seule direction inévitable. Il étaye cela avec d'autres indices circonstanciels. Comment certains projets ont été structurés de manière tout à fait individuelle autour de Meghan, les dépôts de marques pour son enseigne, les contrats de podcast qui lui étaient directement liés, et des projets solo antérieurs comme son livre The Bench. Tout cela devient des pièces à conviction dans le grand dossier qu'il monte. Pris isolément, on pourrait expliquer chacune de ces étapes comme des pratiques commerciales tout à fait normales et quotidiennes. Mais quand on regarde la situation dans son ensemble, la perspective change radicalement. Bien sûr, les célébrités écrivent constamment des livres en solo, publient leurs propres podcasts ou développent des marques individuelles. En soi, cela n'a rien d'inhabituel. Mais le point central de Tom Bauer est tout autre. Si l'on place ces démarches en solo apparemment inoffensives directement à côté des clauses juridiques froides comme la glace, du timing de relations publiques modifiées et des lois californiennes strictes, alors cette histoire perd de son innocence. Soudainement, tout semble effroyablement coordonné. Dans la chronologie détaillée de Bauer, l'année 2022 devient le tournant ultime pour une autre raison bien plus profonde. Il soutient que c'est précisément au cours de cette phase que l'identité professionnelle de Meghan a commencé à se séparer du package commun Harry et Meghan d'une manière très évidente, presque chirurgicale. L'image commune était certes toujours utile pour le public et les caméras, mais la gigantesque machinerie en dessous avait depuis longtemps préparé le terrain pour un avenir en solo. Bauer laisse même entendre que les apparitions publiques communes avec Harry sont devenues de plus en plus rares, à moins qu'elles ne soient obligatoirement liées à des contrats, des obligations ou une gestion stricte de l'image. C'est une affirmation forte dont on peut débattre, mais elle constitue le fondement absolu de son tableau d'ensemble. Et puis Bauer quitte le terrain sûr de la théorie et s'aventure dans une prédiction concrète. C'est exactement ici que le ton de l'histoire devient extrêmement tendu. Selon les rapports, il a avancé une fenêtre de temps très spécifique et alarmante. Si son analyse affûtée de la situation est correcte, un dépôt légal officiel pourrait intervenir quelques mois seulement après janvier 2026. C'est une prévision dramatique, presque effrayante. Pour être juste, ce n'est qu'une prédiction pour le moment. Mais Bauer ne la bâtit pas sur des châteaux en Espagne, mais sur les règles de résidence strictes de la Californie, la situation juridique établie et le simple fait que les fondations d'une telle démarche doivent être coulées longtemps à l'avance, avant que les papiers ne soient réellement déposés. À ses yeux, cette phase de préparation est beaucoup plus révélatrice que la date du dépôt lui-même. Il prévient, dès que les papiers sont déposés, les choses changent à une vitesse vertigineuse. Qui a encore le droit d'utiliser quels titres royaux? Le partage des actifs commencerait de manière tout à fait sérieuse. Mais
La bombe absolue dans sa version de l'histoire est la question de la propriété intellectuelle. Qui contrôle finalement la marque Sussex? Qui dicte la valeur commerciale de leur histoire de vie commune et mondialement célèbre? Et qui tire les ficelles pour les projets futurs basés sur tout ce qu'ils ont créé depuis leur départ de la famille royale? C'est exactement le type de bataille juridique qui peut devenir bien plus laide et plus brutale qu'une simple dispute sur des comptes bancaires. Car le contrôle d'une marque signifie un pouvoir absolu et à long terme. Et dans le récit de Bower, c'est Harry qui porte le risque infiniment plus grand, si l'on en arrive, à cette bataille. Il suggère que Harry pourrait non seulement faire face à une lutte acharnée pour le domaine de Montecito, mais aussi à une perte drastique de contrôle sur les entreprises communes et à une lutte juridique douloureuse concernant la commercialisation future de sa propre histoire de vie. C'est précisément pour cette raison que cette prétendue modification ultérieure du contrat de mariage devient si immensément importante dans la théorie de Bower. Bower affirme que ce document a peut-être fait bien plus que simplement partager l'argent. Il a peut-être dicté, en silence et à l'avance, qui garde le moteur lorsque la carrosserie du mariage se brise. Vient ensuite l'aspect le plus chargé émotionnellement, la garde des enfants. Bower argumente froidement: si la Californie est légalement établie comme le centre de vie des enfants, et que Meghan peut se présenter avec succès comme la figure d'attachement principale, constante et présente au quotidien, alors cela aurait un poids énorme devant un tribunal de la famille californien. Cela ne signifie en aucun cas qu'un quelconque résultat est garanti. Les décisions de garde sont toujours extrêmement spécifiques à chaque cas. Mais Bower utilise cette possibilité juridique réelle pour brosser un tableau encore plus sombre pour Harry. Dans son récit, il ne s'agirait plus seulement d'une perte d'argent pour le prince. Il s'agirait d'une perte de position, d'influence et, ce qui pèse le plus lourd, de temps précieux avec ses enfants. C'est pourquoi Bower revient sans cesse à une seule question pressante. Le prince Harry réalise-t-il la position précaire dans laquelle il pourrait se trouver? La réponse de Bower à cela est absolument impitoyable. Il croit que Harry sent instinctivement que quelque chose ne va pas du tout, mais n'a toujours pas saisi toute l'ampleur de sa vulnérabilité juridique et financière. Pour étayer cette lecture, il pointe du doigt les apparitions publiques de Harry dans un passé récent. Les comparutions très tendues devant le tribunal de Londres, le ton hautement émotionnel, la frustration visible. C'est l'image d'un homme sous une pression qu'il peine à gérer. Pour Bower, ces moments sont les fissures visibles dans le mur. Ils ne sont pas la preuve d'un divorce, ils ne sont pas la preuve d'une trahison. Mais ils sont, pour lui, la preuve que Harry est profondément perturbé et de plus en plus isolé. Bower va même un cran plus loin dans la noirceur. Il laisse entendre que même les avertissements juridiques pressants concernant les risques financiers n'ont pas pu faire dévier Harry de sa trajectoire. Il implique que le prince a simplement continué d'avancer, aveugle au danger de se retrouver sans défense si ce mariage devait un jour se transformer en champ de bataille juridique. Et c'est alors que tombe la phrase que Bower veut de toute évidence graver à jamais dans la mémoire du public. Dans sa version des événements, Harry a peut-être, à la page 14, clause 7, cédé bien plus de sa vie et de son avenir qu'il ne l'a jamais réalisé. Et la signification pleine et dévastatrice de cette unique signature pourrait ne devenir vraiment claire
que lorsqu'il sera déjà beaucoup trop tard. C'est une conclusion brutale, exactement le genre de phrase de conclusion faite pour résonner pendant des semaines dans les sections de commentaires royales. Que l'on considère cela comme une analyse brillante et perspicace ou comme une spéculation démesurée dépend en fin de compte de la confiance que l'on accorde à Tom Bower et à son réseau d'informateurs. Cependant, ce qui rend cette histoire si incroyablement captivante, c'est le fait qu'elle vacille exactement sur l'étroite frontière entre les décisions commerciales documentées et l'interprétation dramatique. D'un côté, nous voyons des étapes publiques réelles et prouvables, des marques en solo, des entreprises séparées, des changements de relations publiques, la géographie juridique en Californie et des identités commerciales en pleine mutation. De l'autre côté, se dresse le puissant argument de Bower, qui relie tous ces fils épars en une seule conclusion gigantesque et menaçante. Cette conclusion pourrait s'avérer totalement fausse à la fin, ou elle pourrait être le tout premier coup de semonce avant un effondrement public colossal. Et c'est exactement pour cela que le monde ne peut s'arrêter de suivre ce drame avec fascination. Maintenant, c'est à vous de donner votre avis. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous ici, tout comme Tom Bower, un véritable modèle calculé? Ou pensez-vous qu'il gonfle des décisions commerciales totalement indépendantes pour en faire une histoire qui semble beaucoup plus dramatique qu'elle ne l'est en réalité? Ces chronologies sont-elles pour vous du pur calcul ou montrent-elles simplement deux personnalités publiques essayant de suivre des chemins professionnels différents sous un stress permanent et extrême? Écrivez vos réflexions et théories ci-dessous dans les commentaires, car sur ce sujet, les opinions se divisent radicalement en deux camps. Et si vous voulez plonger encore plus profondément dans le drame royal, les flux d'argent secret, les manœuvres de relations publiques et les histoires dont tout le monde parle, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne surtout pas manquer la prochaine vidéo. Cette situation évolue rapidement. Et si ne serait-ce qu'une petite partie de la théorie de Bower correspond à la vérité, alors le prochain chapitre de cette saga pourrait être très, très chaotique. À la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.